Et ce qu'on va faire, c'est, je vais vous poser quelques questions, puis ensuite on ouvrira la salle. Mais merci parce que je crois que là, on a assez bien, et vous avez assez bien problématisé et posé les enjeux. Et de façon synthétique, j'ai envie de rappeler qu'on voit bien là à quel point la révolution de l'IA, en général, et particulièrement dans la ville, car qu'elle offre des gisements d'optimisation absolument extraordinaires, est inextricable. Il y a un côté inextricable, et il y a une tension fondamentale entre les gains de productivité dont on va avoir besoin, par exemple, pour réduire également nos consommations et nos émissions, et les sacrifices en matière de vie privée, de dignité de la personne humaine et de contrôle. Et première question, justement, un peu droit de suite pour Julien, en forme de un petit peu de controverse. On voit émerger, peut-être qu'on comprend un petit peu plus à présent les controverses qui entourent le déploiement du compteur intelligent Linky. Le compteur intelligent Linky, c'est ce compteur qui offre des potentialités tout à fait extraordinaires pour optimiser les consommations, pour les piloter, mais qui fait l'objet d'une forme de méfiance, voire de repoussoir, d'une partie des consommateurs qui ne veulent pas les voir arriver, notamment pour certains parce qu'ils ont peur de l'intrusion dans leur vie privée. Parce qu'il faut se dire, associé à Linky, il y a un programme d'ouverture des données, d'open data, qui vise à disséminer les données pour permettre à des acteurs, publics, privés, de s'en emparer et de créer de la valeur. La plupart des acteurs sont motivés par des intentions tout à fait nobles, tout à fait légitimes, de créer de la valeur et ensuite de la partager. Mais il y a là une tension et je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensiez justement et comment on peut traiter cette question, comment on peut traiter la tension qui règne entre notamment le besoin de collecter ces données et de déployer ce type de compteur intelligent et ces risques réels dont vous avez parlé de réidentification. Vous avez parlé d'Opal, mais quelle est sa maturité industrielle? Comment, de votre point de vue, trouver le bon équilibre? Donc, il y a plusieurs éléments à la question. Alors, premièrement, Opal, pour moi, la maturité industrielle, alors on peut développer une solution Opal et la commercialiser demain, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question, c'est quelle garantie on a? Un premier élément, c'est que si vous allez rendre un ensemble de données public, utiliser quelque chose comme Opal est de toute façon mieux que de ne pas l'utiliser. Maintenant, le danger, c'est de penser que comme vous utilisez quelque chose comme Opal, il n'y a aucun problème, la vie privée sera respectée, tout va bien fonctionner. Ça, pour moi, c'est un sujet de recherche. Alors évidemment, c'est un luxe qu'on a dans le milieu académique de dire, ça, on ne sait pas encore, on verra d'ici 5-10 ans, peut-être 5 ans, s'il y avait un risque ou pas, et peut-être qu'on le verra d'une façon dramatique parce que quelqu'un aura cassé une base de données qui se base là-dessus. Bon, j'ai la réputation d'être assez sceptique vis-à-vis de plein de choses, donc je pense ici qu'il y a une potentialité, il y a clairement, vu les enjeux, une potentialité qu'il faut explorer, mais à ce stade-ci, c'est trop tôt pour dire qu'il y a une garantie de pouvoir à la fois bénéficier au maximum des potentialités des big data, tout en préservant la vie privée. Je peux très facilement vous faire une solution qui sera sécurisée, mais qui ne sera pas très utile, ou une solution très utile, mais non sécurisée. Et donc, pour moi, on est encore au début. Il faut voir ce que ça va donner. Mais on pourrait utiliser le risque que vous qualifiez si j'étais un réfractaire au changement, si j'étais un gouvernement municipal, régional, et je cherchais à tout faire pour empêcher la transparence et donc la diffusion de ces données. Quelque part, vous me servez un argument qui est ravageur pour justement freiner la diffusion. Donc, il y a un petit côté... Bon, alors, je pense que les gouvernements de ce type-là n'ont pas besoin que de cet argument-là. Ils ont déjà pas mal d'autres arguments, mais effectivement, je pense que d'ailleurs pas mal de municipalités utilisent ça en disant il y a un risque pour la vie privée, se posent en chevalier blanc et ne veulent pas partager les données. Oui, ça se fait, je pense. Donc, tout à fait. Maintenant, il faut, pour revenir sur le début de votre question, sur la tension entre le risque pour la vie privée et le gain qui peut être fait, c'est quelque chose pour lequel je pense qu'il faudra passer par une éducation du public. Et alors, il faut retrouver quelque chose que je pense a été perdu, c'est pouvoir avoir confiance dans les acteurs. Je ne crois pas qu'on trouvera une solution qui évitera de dire à un moment, il y a un acteur auquel on fait confiance pour une raison ou une autre. On lui dit, voilà, ma ville, je sais que s'ils me disent qu'ils ne partageront les données que dans ce but-là et que de façon agrégée et que de cette façon-là, je leur fais confiance. Si on n'a pas ça, je ne pense pas qu'il y ait des solutions techniques qui permettront d'être sûr que les données ne soient pas bien utilisées, d'autant que la plupart des gens ne peuvent malheureusement pas comprendre les détails précis des algorithmes et donc auront toujours un doute. Donc je crois qu'il faudra revenir à une certaine question de confiance. Comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas. Mais un des buts du RGPD,
est justement d'articuler le bon équilibre. Et dans le RGPD se trouve notamment la transposition d'un principe que la CNIL en France a mis en avant depuis les années 70, qui est le principe de la finalité de la collecte. Et on est censé encadrer la finalité de la collecte, c'est-à-dire ne collecter des données que dans un but qui est défini, mais qui pose un problème aussi. Une des choses qui fait la capitalisation boursière de Facebook aujourd'hui, c'est justement le fait qu'ils ont capturé sur nous des volumes de données extraordinairement importants, sans finalité. Et donc qu'il existe une valeur potentielle très importante que les acteurs financiers comprennent. Donc il y a un côté, en tout cas, un des souhaits de la GDPR, c'est de trouver, d'articuler le bon équilibre. Et donc je poursuis avec une question qui est plutôt adressée à Claire. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé, et c'est une problématique générale, des questions de la gouvernance. On parle aujourd'hui de la ville, mais au vu de la logique, on va dire, au moins continentale, la taille critique de marché joue un rôle très important dans la puissance et dans la capacité de mobiliser ces algorithmes. Il y a une vraie question de souveraineté et de puissance. Quel est, de votre point de vue, c'est une question qui est vaste, hein, la bonne articulation entre le niveau de gouvernance dit métropolitain, régional, national? La GDPR, c'est donc une régulation continentale, que les villes ne peuvent pas tout faire seules. Comment, de votre point de vue, quel type de clé de lecture on peut avoir en matière de gouvernance entre le niveau continental et le niveau, on va dire, très local? Cette problématique, on l'a dans la plupart des grands services publics aujourd'hui. L'exemple du service public de l'eau en est un. Il y a un certain nombre de règles qui s'imposent et qui s'imposent depuis le niveau européen ou depuis le niveau national, notamment en termes de sécurité. Veolia, par exemple, opère des points d'importance vitale. Et ça, ce ne sont pas chacune des villes qui définissent soit ce que sont ces points, soit les mesures à prendre. Donc autour de la data, on peut tout à fait imaginer la même cascade depuis le niveau européen, national ou local, avec un certain nombre d'enjeux qui évidemment remonteront au moins au niveau national ou continental. Je pense par exemple aux relations avec les grands opérateurs du numérique de demain, et je pense qu'aujourd'hui aucune ville n'a la prétention d'imaginer qu'elle va pouvoir parler d'égal à égal avec ces entreprises. Je ne sais plus quel pays nordique, c'est la Suède ou le Danemark, qui a nommé un ambassadeur auprès des GAFA. C'était un geste, voilà, c'était un geste qui était symbolique, mais révélateur du fait que, sans les considérer comme des États à part entière, il y a en tous les cas clairement le sentiment qu'il faut remonter d'un cran pour définir un certain nombre de règles, ou en tous les cas de lignes à ne pas franchir. Derrière ce côté de la réglementation, il y a aussi la question de l'accompagnement des collectivités. Ça n'est pas seulement parce qu'elles n'ont pas la possibilité de parler d'égal à égal, c'est aussi que, on parle beaucoup des grandes villes, mais les villes de taille petite et moyenne, avoir une politique de la data, d'abord ça ne se pose pas du tout dans les mêmes termes, parce que les flux de data qui circulent dans la ville ne sont pas du même ordre de grandeur, et puis que se doter d'une stratégie ou d'une politique en la matière est véritablement compliqué. Donc là, on est à mi-chemin entre le politique et l'économique, et ça n'est pas pour rien que l'État, par exemple, a clairement réorienté l'objectif de la Caisse des dépôts et consignations en lui disant « Vous devez aujourd'hui accompagner la digitalisation des petites et moyennes villes, parce qu'évidemment, elles ne vont pas avoir la possibilité de tout réinventer toutes seules. » Donc je pense qu'il y a vraiment une articulation qui peut être soit donner des outils, dire voilà, en matière de cybersécurité, voilà les prérequis que vous devez exiger des opérateurs qui interviennent dans votre ville. Il y a de la data qui reste locale, dont l'usage national aurait peu de sens. Il y a de la data qui va être compilée à un niveau national. Là aussi, je pense que aider les collectivités à décrypter ce sujet, et c'est un des rôles de l'État, que ce soit l'État, les administrations ou les différents démembrements. Et puis j'ai été sensible à ce que vous évoquiez sur la question du tiers de confiance. C'est aussi à nous, les entreprises, de montrer, notamment Veolia par exemple, qu'on est un tiers de confiance en matière de la data. Si l'on n'a pas eu les mêmes débats, et je touche du bois pour le moment, autour du compteur intelligent, il y a plusieurs explications. On n'a pas eu un grand plan national qui a dit maintenant du compteur intelligent pour absolument tout le monde. Évidemment, ça évite d'attirer l'attention de tous sur... Voilà. Mais derrière, c'est aussi parce que, je le disais tout à l'heure, on opère des millions de compteurs aujourd'hui, et ça n'a jamais traversé l'esprit de quelqu'un chez Veolia ou d'une collectivité que Veolia allait utiliser la donnée issue de ces compteurs pour la monétiser, et pour que derrière, les gens reçoivent des gels douche plutôt appropriés au bain ou à la douche en fonction de la durée du temps qu'ils passent dans la salle de bain. Et donc aujourd'hui,
je veux croire que l'on fait partie des opérateurs qui ont, dans le domaine de la data, une image de tiers de confiance, et on a à creuser ce sillon-là. Et la raison pour laquelle on s'est positionné, j'évoquais le sujet Urban Board, au-delà de nos verticales métiers, c'est parce que l'on croit qu'on peut apporter quelque chose et qu'on ne se positionne pas dans une logique de monétiser la data, mais véritablement de rendre un service additionnel. D'accord. Merci beaucoup. J'ai plein de questions à poser à Mathieu, évidemment, mais j'ai vraiment envie d'ouvrir le moment des questions avec la salle, la discussion avec la salle. Je ne sais pas si vous avez des micros. Ah, super. Et puis, juste ce que je vous demanderais, c'est de vous présenter et puis d'adresser, si vous le voulez, vos questions à l'intervenant en particulier. Est-ce qu'on a des questions? Non? La première est toujours la plus difficile. Sinon, je pose. Ah, monsieur. Bonjour, je m'appelle Pierre-Marie Morin, je suis un DRH d'une des sociétés et évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est l'impact sur les emplois et on commence d'ores et déjà à avoir des emplois, mais qui, hélas, sont trop centrés sur la réglementation. L'intelligence artificielle, on a l'impression que les Américains inventent et les Européens y réglementent. Et un des emplois qui a été créé en France, c'est le Data Protecting Officer, qu'on a appelé comme ça, parce que ça c'est au niveau européen, mais c'est obligatoire maintenant en France. Et chaque entreprise doit, en fonction de la taille des effectifs, doit avoir ce type d'emploi. Et ça vise à protéger les données que l'on gère dans les entreprises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les emplois créés pour développer la Smart City, comme on l'a appelé, maintenant on dit l'intelligence artificielle dans les entreprises. Ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça de savoir quels emplois on va devoir préparer dans les entreprises comme les nôtres pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle. Quels emplois? Merci. Je vais peut-être fournir un premier éclairage. Peut-être que, pour parler de Veolia, peut-être clair également, un des grands défis de cette révolution, c'est que la vélocité donne lieu au fait qu'on ne sait pas. On se doute de l'émergence de certains emplois liés à la conduite du changement, liés à l'accompagnement, liés à un phénomène de complémentarité entre l'intelligence humaine, biologique et l'intelligence artificielle. Je parlais de la main tout à l'heure. Tout ce qui nécessite une flexibilité, l'usage de la main d'une façon ou d'une autre, une dextérité, risque d'incomber encore aux humains pendant longtemps. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est la vélocité et surtout le caractère granulaire du phénomène de remplacement. Au début des premiers rapports, le rapport de Oxford de 2013, de Frey et d'Osborne, qui lui citait un chiffre de près de 50% de risque d'automatisation, s'intéressait à un niveau qui était probablement trop macroscopique, qui était le niveau de l'emploi. Plus on a évolué avec l'OCDE, avec le McKinsey Global Institute, le travail qu'on a fait nous et d'autres, on s'intéresse maintenant au remplacement au niveau de la tâche. Et ce dont on se rend compte, c'est que un grand nombre de tâches vont être remplacées, mais finalement, un nombre beaucoup moins important de métiers risquent d'être remplacés. Mais la vérité, le fond du problème, c'est qu'on ne sait pas et qu'il est indispensable. Et il y a toute une série d'études qui se mettent en place, toute une série de travaux qui se mettent en place pour comprendre la dynamique et comprendre la dynamique de destruction créatrice et son impact. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où on engage une relation de remplacement, d'automatisation, il y a un risque qu'on détruise plus qu'on ne crée. Chez Veolia, en tout cas chez Nova, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 3 niveaux de création d'emplois. La première, ça n'est pas à proprement parler une création, c'est une évolution, c'est-à-dire que absolument tout le monde
va être concerné par la digitalisation de son métier, de son activité à des degrés plus ou moins importants, que ça va générer de nouvelles tâches, ça va libérer du temps pour d'autres. Et donc là, il y a un sujet d'accompagnement pour absolument 100% des postes qui va se mettre en place. J'ai tout à l'heure aperçu Isabelle Quénon, mais là, avec la lumière, elle est peut-être partie. Ah ben voilà. Donc Isabelle, je te céderai peut-être la parole parce que je pense que le groupe a mis en place énormément de choses pour accompagner cette transformation. Le deuxième niveau, c'est pour rendre le service que l'on rend aujourd'hui aux collectivités de la même manière. On doit aujourd'hui recruter de nouveaux profils, et ça, notamment la DSI du groupe, mais pas seulement, la DTP ou d'autres entités du groupe ou dans les BU doivent recruter des profils nouveaux pour rendre le même service. Et puis, ce qui est peut-être le plus stimulant, mais pas le plus nombreux en termes de masse, c'est tous les nouveaux services que l'on est en train d'essayer collectivement d'imaginer pour les villes et qui vont nous amener à recruter, là, cette fois, vraiment de nouveaux collaborateurs. Si l'on prend l'exemple de Nova Veolia, on a créé plusieurs startups qui, en l'espace de quelques années, ont permis de recruter certaines 30 collaborateurs, d'autres 50 collaborateurs. Donc là, on est sur de la création nette parce que, à partir de la digitalisation, on imagine de nouveaux services. Donc voilà les 3 étapes. Mais je pense que si Isabelle, tu veux intervenir sur ce qui existe dans le groupe, je pense que c'est intéressant. Une bonne petite route. Merci Fanny. C'est pas une question très facile, évidemment, Pierre. Hein. C'est pour ça que tu l'as posée. Sur le premier point, c'est le plus facile, j'ai envie de dire, parce que c'est de la conduite du changement, donc c'est des choses qu'on a quand même l'habitude de faire. Voilà, on est en plein dedans en ce moment ici. Il y a surtout des gens du siège qui sont présents à cette conférence. On est en train de s'adapter à des usages numériques dans notre travail quotidien, tous autant que nous sommes. Donc Claire, je souscris complètement à ce que tu as dit. C'est pas la partie très compliquée parce que voilà, c'est de l'adaptation. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais en tout cas, on a des outils et on accompagne. La partie la plus difficile, c'est la troisième partie de ton exposé, parce que on a une petite difficulté chez Veolia, nous, avec l'automatisation, c'est qu'on est une entreprise de main-d'œuvre. Et on reste une entreprise de main-d'œuvre, même si nos métiers ont évolué. Une très, très, très grosse partie des salariés de Veolia, ce sont des gens qui travaillent sur le terrain. D'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure lors de l'intervention qui a été faite. On parlait du upgrade, on parlait de l'intelligence artificielle et de ces différents niveaux qui arrivent. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'effectivement, le jour où tous nos processus, enfin en tout cas toutes nos installations sont automatisées, là, ça pose la vraie question de l'intervention humaine. Hein. Si on peut tout faire à distance, effectivement, que devient l'expertise, on va dire, de notre opérateur ? Et quel intérêt, quel usage. Donc cette troisième question chez Veolia, on l'adresse de façon très pragmatique en fait. On n'a pas une espèce de grande réflexion globale avec un observatoire des métiers qui ferait de la prospective à 25 ans sur nos métiers. On la prend métier par métier et au cas par cas, avec deux grandes tendances, on va dire, ou deux grandes actions. La première, c'est la tendance de l'anticipation. C'est évidemment beaucoup plus facile à faire sur le papier que dans la réalité. Mais à chaque fois que nos clients, comme tu l'as bien dit Claire, parce que ce sont nos clients qui souhaitent qu'on évolue là-dessus, parce qu'au final, on a un service qui gagne en qualité aussi, en productivité. Hein, donc, c'est une évolution inéluctable. À chaque fois qu'on a un de nos clients qui nous pousse vers cela, on essaye d'adresser systématiquement la question des ressources humaines. Ça paraît idiot à dire comme ça, mais c'est pas si simple à faire dans les faits. Et on essaye de l'adresser pour anticiper au maximum et mettre en place ce qui est nécessaire pour évoluer vers ce nouveau métier. Donc on peut avoir un problème quantitatif, c'est-à-dire avoir, comme le disait monsieur tout à l'heure, moins d'emplois à créer. Alors la destruction créatrice, évidemment, c'est un concept ancien en économie, hein. Mais dans le sujet qui nous occupe, on se rend compte effectivement que c'est quand même plus destructeur que créatif. Hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Donc on a besoin de l'anticiper. C'est la première phase de ce qu'on travaille, l'anticipation, la réflexion sur les métiers.
Et puis le deuxième aspect, évidemment, c'est tout ce qui concerne le développement des compétences et donc la formation. Alors là, pour le coup, on est plutôt bien équipé chez Veolia et on est en mesure, avec nos outils, avec nos campus, avec nos réflexions, avec notre engagement tel qu'il est depuis des années dans la maison, de pouvoir proposer des parcours de formation qui soient structurés et qui préservent, j'aime pas tellement le mot, l'employabilité des gens qui travaillent chez nous. Voilà ce qu'on fait. On le fait depuis très très longtemps parce que je peux témoigner à titre personnel. Il y a de très nombreuses années, quand je faisais un autre métier chez Veolia et que j'étais DRH dans le métier de l'eau, je parle de ça il y a 15 ans, donc vous voyez, ça fait longtemps qu'on fait ça. On a commencé à lancer les premières reconversions de nos releveurs, dont le métier disparaissait, puisqu'on a installé le télérelevé partout. Dans un autre métier, en technicien de maintenance énergétique par exemple. Voilà. Donc pour résumer les choses, une approche très pragmatique et puis très accompagnante, très axée sur le développement des compétences. Voilà, pas de recette miracle évidemment. Merci. On va avoir le temps pour une toute dernière question. Il y a un candidat, monsieur, là-haut. Il y a peut-être madame aussi, mais je ne vous ai pas vu avec les projecteurs, madame. Désolé. Oui, je m'appelle Conrad Eckenschwiller. Ma question, c'est intelligence artificielle et droit. Les révolutions industrielles précédentes, les chemins de fer, l'électricité, ça mettait des décennies à se mettre en place. Le droit avait le temps de s'adapter. Je crois que vous avez compris la question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment va-t-on faire ? Exemple, j'ai failli me faire renverser hier dans Paris par ces roues mobiles, vous savez, qui allaient à toute vitesse. C'est lui qui est tombé, c'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est pas très grave. Mais alors, le droit dans le temps, combien de temps va-t-on mettre à suivre ? Et le droit dans l'espace. Que chacun connaît les problèmes de droit avec les GAFA et l'Union européenne. Enfin, première ébauche, peut-être Mathieu, si tu veux rajouter quelque chose que tu n'as pas... Première ébauche en forme de provocation. On a toujours tendance à dire, on n'a pas tort de le faire, que le législateur et le juriste sont à la traîne du progrès technologique. Avec le GDPR, on a quelque chose qui s'inverse. Avec l'article 22 du GDPR, qui mandate l'explicabilité. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait affaire à des boîtes noires auxquelles les opérateurs ne comprenaient pas, dont elles ne comprenaient pas le fonctionnement granulaire. Le GDPR, à partir du 25 mai, oblige d'une façon les opérateurs, les fournisseurs, à expliquer l'intelligence artificielle. Voilà un pari technoscientifique absolument extraordinaire lancé à la communauté des ingénieurs, pour lequel aujourd'hui on n'a pas de réponse. Et l'idée, elle est claire, elle est de faire effet de levier sur notre marché de consommateurs de 500 millions de consommateurs en Europe pour obliger nos partenaires américains et demain chinois à déployer des solutions d'explicabilité qui correspondent à nos valeurs en matière de traitement équitable des individus. C'est un cas assez exceptionnel qui cause d'ailleurs beaucoup de tourmentes à la communauté des informaticiens qui se disent comment on va faire. Mais avec un marché de 500 millions de consommateurs, au cours d'un cycle technoscientifique, on doit pouvoir aligner les incentives et déployer des ressources en matière de financement public et ensuite privé pour arriver à résoudre ce challenge qui est quand même fondamental, comme on en parlait. Peut-être ajouter un... Juste 2 éléments. Alors, effectivement, l'accident qui vous est arrivé renvoie à une question très pratique, qui est effectivement que la mobilité, on a vu plein de nouveaux usages se développer dans des niches. Et typiquement, les vélos en free floating, en libre service, qui ont été mis en place dans un bon nombre de villes françaises, arrivaient dans un creux du droit, en tout cas, usage public finalement. Et alors, du coup, il y a quand même une certaine réactivité. Et rapidement, des villes se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une redevance d'usage de l'espace public ? Mais effectivement, le point que vous soulignez, il y aura toujours un petit retard. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, a fêté ses 40 ans, qui avait été créée en 78, en même temps que la loi informatique et liberté, découverte dans le monde que le ministère de l'Intérieur crée un registre avec énormément d'informations personnelles, création de cette commission et de cette loi, avec un certain nombre de principes, dont le principe de finalité dont on a parlé précédemment. Et finalement, il disait...
40 ans, cette commission a été assez résiliente et cette loi avait été vraiment en avance. Donc c'est un peu un contre-exemple de dire parfois on peut se doter de principes. Alors 78, vous imaginez, par rapport au numérique, c'est quand même préhistoire. Mais il y avait quand même des principes qui ont réussi à vivre et qui sont toujours appliqués aujourd'hui et qui sont toujours utiles. Donc il y a quand même quelques bons exemples quand on arrive à avoir des principes qui sont suffisamment larges et une commission qui les met en musique pour avoir quelque chose d'un minimum résilient. Ouais, merci Mathieu. Il me reste à remercier donc Mathieu Sojo, Julien Hendrix et Claire Falzon pour leur contribution. Vous tous et l'Institut Veolia. Et puis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures, pas artificielles pour le coup.